Que se passe-t-il lorsque la justice devient une sentence de mort? Alors que le soleil se couche sur la ville, une femme aux cheveux bruns s'enfuit dans les rues. Son blazer gris déchiré, sa respiration haletante, elle court pour sa vie. Derrière elle, quelque chose de monstrueux chasse. Elle frappe frénétiquement à une porte, le bruit résonnant comme le tonnerre. La fille se jette contre la porte avec une force désespérée. Sa chaussure vole en l'air alors qu'elle s'écrase au sol, jurant de frustration. À quatre pattes, elle se débat à travers la pièce, mais alors quelque chose change. Un sourire traverse son visage. Avec ses ongles vernis, elle atteint la serrure. Gionne essaie de se calmer, cherchant désespérément une issue. La fenêtre attire son attention, la salvation à 2 étages. Mais alors qu'elle tend la main vers la liberté, une barrière invisible scelle son destin. Son visage devient pâle de terreur. Quelque chose de surnaturel bloque son chemin. Le chaos éclate alors que des débris frappent un homme blond en chemise blanche. Il crie d'angoisse tandis qu'une femme regarde avec horreur. Des nuages sombres tourbillonnent avec une lumière verte étrange, et de l'ombre émergent 2 figures. L'une portant un masque de cochon rose, l'autre spectrale avec des motifs de crâne. Ils ont trouvé leur cible. Coincée contre le mur, les larmes de la femme coulent sur ses joues alors que la lumière dorée du coucher de soleil illumine son désespoir. Une silhouette ombreuse émerge derrière des rideaux tirés, exigeant de savoir où elle pense aller. Sa voix se brise alors que la reconnaissance se fait. Toi. Le mot pèse lourd de trahison. Le cochon anthropomorphe rose en cuir grogne de rage, menaçant que le corps la tuera pour cette trahison. Mais une autre voix perce la tension avec un humour noir, trouvant la fureur du cochon ironiquement amusante. Le cochon serre un objet vert lumineux, tandis que la fille capturée regarde à travers ses yeux pleins de larmes. Une figure sinistre en manteau rouge, sombre lève une épée verte lumineuse au-dessus de sa tête, l'arrière-plan flamboyant de malice cramoisie. Il taquine sa victime sur sa langue acérée, les avertissant de ne pas se couper avec. Mais ensuite, de manière absurde, la scène coupe à quelqu'un piquant un œuf coulant avec des baguettes. Des nouvelles de dernière minute brisent le calme matinal. La procureure criminelle Gionne Beau, âgée de 35 ans, retrouvée morte dans sa chambre, assassinée. Une femme aux cheveux sombres et aux lunettes écoute attentivement tout en prenant son petit déjeuner, traitant les détails horribles. Le rapport mentionne des aberrants, et à proximité, quelqu'un avec des cheveux verts vifs pose une question. Rencontrer Seyon Lee, une fille dont le nom même porte un poids qu'elle ne comprend pas encore. Assise en face d'un garçon aux cheveux noirs en rouge, elle plaide avec un simple mot, « S'il te plaît ». Quand il lui rappelle d'écouter sa sœur, l'anxiété de Seyon déborde en excuses balbutiées. Le garçon remarque l'intérêt inhabituel de Seyon pour les nouvelles, quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Elle explique sa confusion. Les meurtres d'Aberrant sont diffusés tous les 15 jours, mais cette victime était différente d'une certaine manière. Il y a un mystère plus profond ici, et elle le sent dans ses os. Sa voix devient sombre alors qu'il questionne les méthodes des tueurs. Pourquoi tuer la procureure mais laisser sa famille indemne? L'autre personnage écoute avec une compréhension sombre. Puis vient l'observation glaçante. Quand tu déracines une mauvaise herbe, tu brûles aussi les graines. L'implication est terrifiante. Dans le café, la tension fraternelle bouillonne sous des encouragements joyeux. Aujourd'hui est le grand jour, le test final d'aberrance à l'école. Mais quand le mot « aberrant » est mentionné, un verre se renverse avec un éclat. La sœur aînée insiste sur le fait qu'elle n'est pas une aberrante, tandis que des plaisanteries ludiques masquent des peurs plus profondes. Un dernier, « S'il te plaît », échappe aux lèvres de Seyon avant qu'elle ne sorte en trombe. La porte claque avec finalité. Alors que le soleil peint le ciel d'orange et de rose, une silhouette ombreuse court à travers les toits. Seyon, fuyant quelque chose qu'elle ne peut plus nier. Merde. La frustration de Seyon éclate alors qu'elle s'éloigne, ses pensées s'emballant. Elle essaie de se convaincre que ce n'est pas son problème, mais le doute la ronge. Une figure mystérieuse observe avec des traits acérés, commentant de manière cryptique. Quelque chose à propos de cette affaire refuse de la lâcher. Les plaisanteries continuent alors que Jaël apparaît avec des lunettes rouges et un sourire usé. Elle demande qui est le vrai fauteur de troubles maintenant, tandis que le garçon l'accueille chaleureusement. Leur échange spirituel sur le fait de marcher et d'être bon, à cela révèle une amitié facile bâtie sur des années de blagues partagées. Jaël enfreint sa propre règle, fatiguée d'attendre la permission de visiter sa maison. Leur amitié est profonde, mais elle se moque de lui sur ce qu'il pourrait bien cacher. Un monstre peut-être? La question flotte dans l'air comme une blague prophétique, plus précise que ce qu'ils réalisent tous les deux. La confiance décontractée de Jaël se manifeste alors qu'il admet avoir oublié son sac à dos, encore.
Lorsqu'on lui demande s'il ne traîne pas, il explique avec enthousiasme le test d'aberrance qui a lieu ce matin. Son excitation contraste fortement avec ce qui est sur le point de se dérouler. Certains tests révèlent plus que ce que les étudiants espèrent. Leur échange devient philosophique alors que Jae plaisante sur le fait de ne pas avoir besoin de diplôme pour un vol de banque, ni de décence humaine de base non plus. Seyon rétorque qu'elle n'est pas riche mais reste décente. Sa réponse, autant que tu le saches, porte plus de poids que prévu. Jae esquisse son plan de secours. Seyon peut le sortir une fois qu'elle devient procureure criminelle. Mais quand il mentionne l'argent, elle révèle sa véritable motivation. Ce n'est pas une question de richesse. Quelque chose de plus profond la pousse dans sa quête de justice, quelque chose qu'elle n'est pas prête à partager. La voix de Seyon devient sincère alors qu'elle révèle son rêve, rendre le monde plus juste. Elle reconnaît à quel point cela semble naïf, mais sa conviction est profonde. Il y a tant de choses qui ne vont pas dans leur monde, et elle souhaite que ces choses disparaissent simplement. Si seulement c'était si simple. Le ton de Jae change pour un avertissement alors qu'il fait référence aux nouvelles du matin. Cette procureure assassinée par ces putains d'aberrants. Sa mention décontractée frappe plus fort que prévu. L'expression de Seyon s'assombrit. Les êtres mêmes qu'elle méprise pourraient être plus proches qu'elle ne le pense. Une énergie bleue tourbillonne autour d'une figure vêtue de rouge alors que la vérité sur les aberrants se dévoile. Ces êtres rares possèdent un danger incroyable malgré leur petit nombre. La voix du narrateur devient lourde de présages. Dans la société moderne, même quelques-uns peuvent causer des ravages inimaginables. L'essence, l'énergie de toute vie, déborde chez ces personnes, leur permettant de terroriser les masses sans défense. La nation a créé des lois pour contenir cette menace. Enregistrement automatique pour ceux âgés de 10 à 18 ans. Mais la réglementation a un prix que peu comprennent. Une carte bleue brille dans la main de quelqu'un, le signe du jugement. Ceux qui testent positif font face à la conscription dans le corps des aberrants, devenant des agents d'application et des protecteurs. Mais une voix perce la propagande. Pourquoi devrions-nous? Ils se fichent de nous. Seyon Lee reçoit un avertissement sinistre alors que des figures ombreuses avec une énergie lumineuse représentent sa famille. Mère, père, sœur, tous opérant en dehors de la loi. La voix devient plus sombre. Tu en seras une aussi. L'héritage de sa famille pourrait être inéluctable. Jour de test d'aberrance heureux. Le message coloré à la craie se moque du mur de la salle de classe. Seyon le fixe, ses yeux verdâtres captant la lumière derrière des lunettes teintées de bleu. La prophétie résonne. Tu en seras une aussi. Son destin approche comme un raz-de-marée. Deux figures se tiennent en contraste frappant, l'une en rouge, l'autre en blanc. Le personnage vêtu de rouge admet n'avoir jamais demandé à sa main sur la vie aberrante, n'ayant jamais voulu savoir. Les liens du sang ne devraient pas compter, sauf pour aujourd'hui. Le jour du test, tout change. Bonghwan Park. Veuillez vous rendre à la salle de test. La voix de l'enseignant perce la tension de la classe. Les élèves offrent des encouragements alors que Bonghwan se prépare pour son moment de vérité. Pendant ce temps, Seyoon montre avec excitation une photo sur son téléphone, essayant d'alléger l'atmosphère lourde. Seyon affiche une photo floue de son chat Bobo, dont les yeux sans âme reflètent son propre désespoir croissant. Son ami note qu'elle est de mauvaise humeur par rapport à l'année dernière. Le jour du test fait toujours ressortir ses peurs les plus sombres. Même la photo ridicule de Bobo ne peut pas remonter son moral maintenant. Son ami essaie de la rassurer sur le rituel annuel du test. Il gesticule avec emphase, expliquant que son histoire familiale ne définit pas son avenir. Si elle a réussi à arriver jusqu'ici sans tester positif, elle est probablement en sécurité. Mais la probabilité n'est pas une certitude. Seyon promet à Jae qu'il est un bon ami, mais ses peurs ne se tairont pas. Juste au moment où elle commence à exprimer sa plus grande inquiétude, qu'elle pourrait être une aberrante, la porte de la salle de classe s'ouvre en grand. Un garçon aux cheveux clairs fait irruption, agitant triomphalement sa carte de paix renouvelée. Whale Kim. L'appel de l'enseignant fait taire la pièce. Jae réalise que c'est son tour, mais Seyon l'arrête avec une intensité urgente. Elle place son sac sur la table avec un bruit ferme, son expression déterminée. Quelque chose d'important doit être dit avant qu'il parte. Seyon offre à Jae un bandage rose, expliquant son approche unique pour décourager les combats. La couleur et la taille embarrassante sont intentionnelles, destinées à le faire honte de se mettre dans des bêtises. Son soin pratique masque une affection plus profonde pour son ami imprudent. Jae sourit, admettant qu'il aime en fait le rose, la blague est sur elle. Ils échangent des adieux affectueux alors qu'il se dirige vers son test,
mais le sourire de Seiyon s'efface rapidement. Une fois seule, elle enterre son visage dans ses mains, l'anxiété submergeant sa façade courageuse. Seiyon rougit profondément, couvrant son visage avant de regarder le beau ciel. Son expression devient désireuse et introspective. Un souhait secret brûle dans son cœur, honteux, égoïste, mais indéniable. Si seulement elle pouvait se détourner de ce qui s'en vient. Une fille aux cheveux blancs fait face à un garçon aux cheveux argentés dans l'obscurité croissante. Des éclaboussures de sang peignent les murs comme de l'art abstrait. Sa voix porte une intimité tordue. « Je souhaite que tu en sois un aussi. » Plus de sang s'accumule sur les tables alors que des gouttes tombent, goutte à goutte. Seiyon atteint la main ensanglantée de Jae, son costume blanc contrastant fortement avec le cramoisi tachant son sweat à capuche sombre. Son visage est un masque de terreur et de douleur, le sang coulant le long de ses traits. Elle serre sa main doucement alors que d'autres gouttes tombent dans le silence croissant. Une fille pâle aux yeux jaunes brillants et aux cheveux blancs examine Jae avec une satisfaction prédatrice. « Tu es le premier aberrant que j'ai rencontré de la journée », déclare-t-elle avec un enthousiasme glaçant. Elle regrette qu'il n'ait pas pu parler plus longtemps avant de donner l'ordre à l'officier chat de nettoyer rapidement. L'officier chat promet de préparer une salle en 3 minutes, mais la fille aux cheveux blancs exige 2. Le temps presse, et il reste encore tant d'élèves à tester. Ses yeux dorés reflètent une faim insatiable de découverte. De retour dans la salle de classe, les élèves remarquent que Jae n'est pas revenu. Ils supposent qu'il a séché le cours, riant de ses supposés frasques avec des amis suspects. Personne ne soupçonne la vérité, que le jour du test a déjà réclamé sa première victime. L'ignorance est un bonheur temporaire. Seiyon Lee. Son nom résonne dans la salle de classe comme une sentence de mort. « Oh oui !» répond-elle, la voix tremblante. L'enseignant la dirige vers la salle de test. C'est ça, le moment qu'elle redoute depuis toute l'année. Son test final l'attend. En marchant dans le couloir, Seiyon essaie de rester positive. Après le test, la vie reprendra normalement. Examen, université, succès. Elle est intelligente, capable, avec un avenir brillant devant elle. Mais ses réassurances semblent creuses face au poids de l'héritage familial. Seiyon Lee. Un garçon émerge de derrière la porte, la faisant sursauter si fort que son cœur s'emballe. « Ça m'a fait peur », halète-t-elle. Écoutait-il à travers la porte? La salle de test l'attend, et avec elle, des réponses qu'elle n'est pas sûre de vouloir. Le garçon formel demande sa carte de paix avec courtoisie professionnelle. Seiyon fouille dans sa poche, s'excusant pour le retard. Il étudie la carte intensément, son expression indéchiffrable. Que voit-il qui le fait hésiter? Le silence s'étire entre eux. Bonjour. L'officier Han salue Seiyon avec une chaleur surprenante, son costume blanc éclatant et sa cravate jaune rayonnant de professionnalisme. Son attitude joyeuse contraste fortement avec celle du testeur froid de l'année dernière. Mais parfois, les sourires les plus gentils cachent les dents les plus acérées. Dans la salle de test stérile, l'officier Han commence son interrogatoire formel. Confirmation de l'âge, vérification de l'école, procédure standard. Mais quand elle demande des aberrants dans la famille, l'air devient lourd d'implications non dites. Certaines questions coupent plus profondément que d'autres. L'officier Han mentionne 8 membres de la famille, provoquant de la confusion jusqu'à ce qu'elle admette être distraite par la cravate de Seiyon. Le moment s'allège brièvement alors qu'ils discutent des chiffres romains. Mais sous cette conversation décontractée se cache quelque chose de bien plus sérieux. Les chiffres comptent plus que Seiyon ne le réalise. L'officier Han se penche en avant avec une confiance complice, révélant un détail crucial. Cette année, un officier de niveau 8 effectue des tests, ce qui signifie qu'aucun aberrant ne peut échapper à la détection. Le filet se resserre, et il n'y a plus d'endroit où se cacher. Seiyon répond hésitante avec « je vois », alors que l'officier analyse son comportement étrange. Après tout, elle est une aberrante. Quiconque sous une telle pression finirait par agir étrangement, comme sa main avant elle. La pression psychologique monte inexorablement. La dernière question coupe comme une lame. As-tu des aberrants dans ta famille immédiate? L'expression de Seiyon se durcit alors que des souvenirs ombres s'illuminent en rouge. Sa réponse vient avec une finalité dévastatrice. Je n'ai pas de famille. Donc la réponse est non. Mais que se passe-t-il lorsque le test révèle ce que le déni ne peut cacher? L'officier aux cheveux argentés se penche en arrière, réfléchissant à la réponse de Seiyon sur sa famille. Sa cravate jaune capte la lumière alors qu'il murmure pensivement. Seiyon serre ses papiers, le soulagement inondant son visage alors qu'elle remercie les dieux qui pourraient écouter.
Mais ce soulagement se brise instantanément. La déception de l'officier transperce sa joie comme de la glace. Son statut familial est inconnu sur les documents officiels. Une vérité qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. L'officier aux cheveux blancs gesticule calmement, expliquant la dernière étape du test. Seiyon ajuste ses lunettes nerveusement, demandant à propos de se tenir la main pendant quelques secondes. Son anxiété monte en flèche lorsqu'elle remarque un mouvement. Pourquoi quelqu'un se lève-t-il? L'explication de l'officier glace son sang. Si elle est une aberrante, il y aura une étincelle lors du contact. Mais ensuite, ces mots désinvoltes frappent comme un marteau. Ce ne sera pas nécessaire pour vous. La certitude dans sa voix suggère qu'il connaît déjà sa vérité. Seiyon tend son bras, sa voix autoritaire alors qu'elle parle. Une énergie jaune tourbillonne autour de sa main comme du feu liquide. La figure d'autorité en costume sombre transpire abondamment, sa contenance se fissurant alors que son pouvoir s'étend vers lui. Sa réponse balbutiante est interrompue par un bang explosif. Une énergie colorée éclate entre eux, le choc des pouvoirs illuminant la pièce ombragée. Le secret est révélé. La prétention est terminée. L'homme aux cheveux blancs sourit avec une satisfaction troublante, sa cravate jaune éclatante contre son costume formel. Il a senti que quelque chose n'allait pas dès que Seiyon a franchi cette porte. Son énergie est si intense, si écrasante, que la détecter demande à peine d'effort. La tension électrique dans la pièce devient palpable alors que le regard perçant de Seiyon croise son sourire complice. Quand il prononce son nom complet, Seiyon Lee, cela porte le poids d'une reconnaissance complète. L'officier aux cheveux argentés déclare sa victoire de derrière, son manteau blanc immaculé malgré le chaos. Seiyon fixe sa main lumineuse avec choc, ses lunettes teintées de rouge reflétant la lumière étrange. La sensation est enivrante, du feu liquide parcourant ses veines, un pouvoir comme elle n'en a jamais ressenti. Elle se sent connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose de dangereux. La lueur bleue lui rappelle sa main, suscitant une connexion qui va au-delà de la simple coïncidence. Seiyon est assise contre le mur, sa chemise grise froissée, son visage marqué par la détresse. La porte rouge derrière elle semble se moquer de sa situation. Une voix appelle son nom, coupant à travers son spirale d'anxiété. Son œil s'élargit de surprise, et nous voyons la fissure se répandre sur la lentille de ses lunettes. Une métaphore parfaite pour son monde fracturé. Elle se redresse brusquement, choquée. L'officier aux cheveux blancs se tient devant elle, calme et troublant, sa cravate jaune un éclat de couleur dans ce moment de vérité. Seiyon crie en protestation, mais une énergie jaune flash à travers la scène comme un éclair. Quelque chose attrape son pied avec une force surnaturelle, la faisant tomber en avant. Elle frappe le sol durement, ses jambes se débattant de surprise et de douleur. Quelque chose l'a-t-il réellement attrapée? La question flotte dans l'air alors que deux silhouettes ombragées se profilent derrière elle. L'une avec de longs cheveux blancs, toutes deux avec des visages obscurcis par l'obscurité. La chasse a commencé. Les yeux dorés du garçon aux cheveux pâles reflètent une profonde inquiétude alors qu'il traite ce qui se passe. L'homme aux cheveux blancs dans le costume frappant s'accroupit plus près, le son délibéré et prédateur. Un clasp indique que le contact est établi. Son large sourire brille d'une joie troublante alors qu'il lui adresse ses félicitations. Seiyon semble hésitante, l'anxiété perlant sur son front. Quand il déclare qu'elle est l'une des nôtres maintenant, les mots portent la finalité d'une peine de réclusion à perpétuité. Il n'y a pas de retour en arrière à partir de ce seuil. L'officier aux cheveux argentés gesticule de manière dramatique, exprimant sa surprise qu'ils obtiennent réellement des recrues de cette école. Seiyon se tient à ses côtés, en détresse, essayant désespérément de protester. Elle insiste sur le fait qu'elle ne peut même pas utiliser l'essence, sa voix se brisant de frustration. Mais quand l'officier la met au défi, elle claque des doigts. Une énergie orange jaillit de sa main, illuminant le bracelet d'essence qui lui est enserré au poignet. Le dispositif est censé être temporaire, mais sa présence confirme tout ce qu'elle a essayé de nier. Seiyon serre ses mains ensemble, confusion et peur se livrent en bataille sur ses traits. Elle demande à propos d'un cadeau, sa voix tremblante d'incertitude. Le déni déborde, elle n'est pas une aberrante, elle ne peut pas l'être. Elle n'a jamais montré de signe, n'a jamais eu de don. Sa confession désespérée à l'officier révèle complètement sa vulnérabilité. Elle jure qu'elle ne sait pas comment activer ou utiliser un pouvoir. Mais ses protestations sonnent creux même à ses propres oreilles. L'officier blond platine dit à Seiyon de s'habituer à sa nouvelle réalité. Demain, ils l'emmèneront au 3e quartier général des aberrants. L'homme d'âge moyen en costume noir regarde avec soutien alors que Seiyon traite cette information. L'officier mentionne la couleur inhabituelle de son essence avec une autorité désinvolte. Quand Seiyon questionne ce qu'il veut dire par la couleur de son essence, une énergie brille autour d'eux. Sa confusion est sincère, mais l'ignorance ne la protégera plus.
L'officier aux cheveux blancs révèle son don avec une satisfaction prédatrice. Une essence jaune brille de sa paume alors qu'il explique sa capacité à interagir avec l'essence des autres. Il contraste son pouvoir avec ceux ayant une essence incolore, désignant des silhouettes en niveau de gris d'individus sans pouvoir. La démonstration est à la fois éducative et menaçante. Il suggère que le test de demain révélera le véritable potentiel de Seiyon, l'appelant « petite renarde » avec une familiarité troublante. La fille reste tendue, sceptique quant à sa confiance en ses capacités. L'expression sérieuse de l'officier aux cheveux argentés porte une menace implicite sur les conséquences de la non-conformité. Seiyon se tient en arrière-plan, l'anxiété rayonnant de sa posture. L'homme en costume noir propose une stratégie de sortie discrète. Elle peut sortir par la porte arrière pour éviter ses camarades de classe. Son comportement calme contraste fortement avec la tension dans la pièce. Le magnifique coucher de soleil visible à travers la fenêtre crée un fond ironique à ce moment de choix forcé. Liberté par la porte arrière, ou une nouvelle vie par l'avant. Seiyon lève les yeux avec des yeux grands et suppliants, sa vulnérabilité à l'affiche. Une voix réconfortante lui dit de ne pas pleurer, offrant tout le réconfort possible. Elle tient nerveusement ses lunettes à monture rouge, son anxiété s'intensifiant à chaque instant qui passe. Des gros plans révèlent ses doigts délicats serrant fermement les lunettes, montrant la profondeur de son tourment émotionnel. Alors qu'elle regarde au loin avec résignation, elle répète le conseil de ne pas pleurer, ou quelque chose comme ça. Les mots semblent creux dans la pièce faiblement éclairée. Seiyon est assise pensivement sur son lit, la douce lumière du coucher de soleil illuminant sa chambre d'études sparses. Les murs sont couverts de documents et d'avis épinglés, beaucoup montrant des scores parfaits de sang. Sa concentration et son inquiétude sont palpables alors qu'elle scrute un papier particulier marqué « mûrissant ». L'accomplissement qui signifiait autrefois tout semble maintenant être une blague cruelle. Tous ces scores parfaits, toute cette pression pour réussir, et pourquoi ? Son expression transmet le poids de la réalisation que ses réussites académiques pourraient maintenant être sans signification. Des papiers flottants entourent Seiyon alors qu'elle contemple ses efforts gaspillés. Elle réfléchit à ses ambitions passées avec une amertume claire. Si elle pouvait juste travailler plus dur que tout le monde, remettre sa vie en ordre plus vite, peut-être pourrait-elle les distancer. Mais distancer quoi ? Les silhouettes ombragées qui se profilent derrière elle représentent des rivaux, des peurs, ou peut-être ses propres doutes. Ses mains écrasent une feuille de papier avec une finalité dévastatrice. Le craquement résonne avec sa frustration et sa détermination croissante. Tout ce pourquoi elle a travaillé semble lui échapper. Seiyon écrase le papier dans ses mains, sa détresse visible dans chaque ligne de sa posture. Elle réfléchit à son expérience au lycée avec une réalisation écrasante. Pas d'amitié, pas de plaisir, juste des études sans fin. 17 heures par jour pendant 3 ans. Cela fait 16 615 heures de sa vie, calcule-t-elle avec une précision mécanique. Tout ça pour rien. Alors qu'elle se penche sur son bureau, crayon à la main, une question fondamentale la hante. A-t-elle jamais été vraiment heureuse ? Des taches de sang sur la page de son carnet renforcent son combat émotionnel et son désespoir croissant. Seiyon est assise avec du sang sur le visage, son expression troublée racontant l'histoire de son point de rupture. Le garçon aux cheveux bleus s'approche avec une tasse de boba, son inquiétude sincère alors qu'il l'encourage à faire une pause. Sa présence rassurante offre un répit momentané à ses luttes. Alors qu'ils marchent ensemble, d'autres commentent son apparence avec une inquiétude évidente. La réponse de Seiyon révèle à quel point elle se sent hors de place dans sa propre vie. La mention d'un enseignant la cherchant ajoute une note sinistre à une soirée déjà tendue. Seiyon tient son téléphone près d'elle, les doigts tremblants alors qu'elle fixe l'écran affichant ses messages désespérés. Sa frustration déborde dans chaque message à Jaël, qui refuse de répondre. Elle se moque de son amusement avec des amis voyous, de ses tentatives pour obtenir des numéros de téléphone, ou de combien il pourrait être ivre. Si elle part demain, cela pourrait être leur dernière conversation. Un flashback révèle Jaël assis avec une autre fille dans un parc, mettant en lumière ses sentiments de trahison et d'abandon. Le bruit d'un coup frappant brise sa concentration, la ramenant à un présent incertain. Seiyon se tient dans sa chambre couverte de papier, le téléphone toujours à la main, lorsqu'elle est confrontée à la femme aux cheveux noirs en chemise rouge. La femme lui pose des questions sur les résultats du test, mais la réponse de Seiyon est nette et décisive. Elle refuse de jouer le jeu de la préoccupation fraternelle. L'accusation frappe fort. Cette femme ne fera pas semblant d'être gentille et inquiète, et Seiyon ne fera plus semblant de la tolérer. Les murs ornés de papier créent une atmosphère troublante alors que toutes deux affichent des émotions intenses. Frustration rencontrant ressentiment de front. Sa main fait face à des accusations de meurtre, son aura mystérieuse intacte malgré ses traits partiellement cachés. Sa réponse vient avec une détermination féroce. Elle ne tuera personne, jamais.
Le dialogue révèle la pression incessante du corps, qui pourrait éventuellement la forcer à agir. Alors que la conversation s'intensifie, l'expression de sa main passe de la résolution stoïque à la détermination inébranlable. Elle se tient dans l'embrasure de la porte, le dos tourné, questionnant vraiment. Un moment de contemplation qui capture sa lutte interne contre le chemin violent que les autres s'attendent à ce qu'elle suive. Un personnage aux cheveux courts et sombres avec un sourire tordu rôde dans un coin faiblement éclairé, parlant de souvenirs avec des sous-entendus menaçants. Seiyon se tient seul près de sa fenêtre, baigné de lumière douce mais clairement troublée. Le contraste entre la lumière et l'ombre souligne son isolement. Un flashback révèle de la chaleur. La jeune Seiyon chevauchant joyeusement sur les épaules de sa mère, un rappel frappant du bonheur perdu et de la connexion familiale. De retour au présent, l'expression de Seiyon se durcit avec une détermination sérieuse, alors qu'elle déclare que seuls ceux qui le méritent vraiment obtiendront ce qu'ils cherchent. Seiyon est allongé dans son lit défait, serrant un jouet en peluche contre sa poitrine alors que des ombres laissent entrevoir son anxiété profonde. Le cadre intime de sa chambre faiblement éclairée parle de son tourment émotionnel. Un sac à dos est posé sur son bureau, partiellement ouvert avec des vêtements drapés dessus, des symboles de sa vie en désordre. La pièce semble lourde d'isolement et d'introspection. Même dans le silence, le poids de son fardeau émotionnel est palpable, transmettant la profondeur de son stress et de sa vulnérabilité dans ce moment de solitude. Seiyon regarde par sa fenêtre les lumières scintillantes de la ville, plongé dans une contemplation conflictuelle. Son expression reflète le poids de choix impossibles. Un personnage masculin en chemise rouge se tient devant elle, tenant un objet bleu lumineux qui pulse d'énergie mystérieuse. Son avertissement est clair et urgent. Si elle veut disparaître, elle ne doit pas se faire remarquer. Avec un puissant whoosh, il s'envole dans le ciel nocturne en utilisant le dispositif, laissant Seiyon regarder avec émerveillement. Le passage de l'introspection à l'action surnaturelle crée une urgence dramatique. Sa main maintient sa posture résolue, tandis que le personnage masqué en rouge pose des questions incisives sur ses choix moraux. Elle garde son sérieux, indiquant avec défi son autonomie sur les décisions de vie. La figure masquée tente un ton enjoué, mentionnant sa sœur et minimisant des connexions dangereuses. Sa main critique l'influence manipulatrice que d'autres essaient d'exercer sur ses choix. Leur dialogue suggère un affrontement fondamental entre le désir d'indépendance de sa main et les pressions contrôlantes qui l'entourent. Le cadre urbain sombre accentue la tension émotionnelle crépitante entre eux. Deux personnages discutent du destin de Seiyon dans le cadre urbain sombre. Celui en chemise rouge exprime des hésitations à laisser un enfant seul, mais la figure aux cheveux sombres répond avec une autorité décisive. Elle ne sera pas complètement abandonnée. Quelqu'un d'inconspicueux veillera sur elle. Lorsqu'on lui demande qui pourrait être ce gardien, la figure autoritaire mentionne quelqu'un nommé Jingguo. La question de savoir s'ils ont déjà gardé un soldat en sécurité plane de manière sinistre dans l'air. La conversation porte des sous-entendus d'intrigue et de surveillance protectrice. Le tourment émotionnel de Seiyon se manifeste sous la forme d'un poisson rouge vibrant dans des environnements cosmiques, représentant son anxiété suffocante et son isolement. L'homme aux cheveux sombres en costume noir réfléchit à avoir regardé quelque chose, portant le poids de la culpabilité ou de la responsabilité. Seiyon apparaît ensuite avec un sourire troublant, tenant une petite figure tout en se remémorant le sentiment d'être significative en étant la seule capable de comprendre. Son expression suggère une affection tordue pour ses sombres souvenirs. Malgré le ton sombre, elle admet avoir eu de bons moments, montrant sa relation complexe avec ses expériences passées. La scène s'ouvre sur une tension atmosphérique persistante alors que Seiyon regarde intensément, ses longs cheveux encadrant son expression conflictuelle. Elle confronte sa propre moralité, déclarant que d'autres pourraient l'appeler mauvaise personne. Mais que se passerait-il si elle ne le pensait pas elle-même? Son léger sourire suggère un mélange complexe d'émotions sous son air contemplatif. Le ciel crépusculaire rempli d'étoiles déclinantes se transforme en ville au crépuscule, reflétant sa transition interne. Son regard stable sur l'horizon souligne sa profonde introspection au milieu du décor urbain. Sa main se tient devant son miroir, les mains jointes derrière son dos en contemplation. Elle réfléchit à avoir découvert quelque chose d'incroyable et de terrible sur elle-même. Son expression change alors qu'elle se demande si cette révélation change vraiment quelque chose de fondamental. Avec une détermination calme, elle affirme son identité fondamentale. Malgré tout, elle est toujours juste elle-même. La pièce faiblement éclairée suggère l'isolement et l'introspection. La vue extérieure d'un bâtiment au crépuscule laisse entrevoir des changements imminents alors que l'obscurité approche, mais le sens de soi de sa main reste ancré. Seiyon s'approche d'une porte dans le couloir faiblement éclairé, son pull orange brillant contre les ombres. Elle frappe hésitamment, la tension montant à chaque son.
Son expression nerveuse montre des perles de sueur alors qu'elle attend. Après avoir frappé à nouveau, son inquiétude s'intensifie. Soudain, un bruit fort résonne alors que la porte est ouverte avec force. Elle appelle nerveusement qu'elle arrive, sa voix tendue. Une silhouette ombragée apparaît, exigeant de savoir qui diable rend visite. Le suspense atteint son paroxysme alors que la confrontation commence. Seyon reconnaît l'homme négligé à la porte, le saluant avec une familiarité résignée. Sa question moqueuse sur les enfants et les fêtes de danse révèle sa menace décontractée et son attitude désinvolte. La tension monte alors que Seyon demande des nouvelles de Jaeil, et la réponse de l'homme suggère qu'il est rarement chez lui. Son sourire narquois indique des interactions tendues précédentes. La vulnérabilité de Seyon est évidente alors qu'elle navigue dans cette conversation difficile. L'attitude désinvolte de l'homme sur l'absence de Jaeil ajoute à l'incertitude et à la tension de sa visite nocturne. L'homme torse nu engage Seyon avec des questions incisives, reconnaissant son intelligence et son statut académique. Il remet en question son affirmation de ne pas se soucier de savoir si Jaeil est en prison, son ton à la fois confrontant et connaissant. Seyon maintient son expression sérieuse tout en traitant ses mots. L'homme suggère qu'elle ne cherche pas vraiment Jaeil, mais plutôt s'inquiète pour son bien-être. Leur conversation révèle des conflits émotionnels sous-jacents alors qu'ils naviguent dans les complexités des sentiments non exprimés et des préoccupations concernant le destin de Jaeil. Sa main exprime sa détermination à partir, son attitude sérieuse soulignant le poids de sa décision. Monsieur Kim, avec son apparence robuste, l'implore de reconsidérer, mentionnant des préoccupations familiales et la dynamique de sa relation. Sa main reste concentrée malgré ses supplications. Lorsqu'il s'excuse d'avoir franchi des limites et reconnaît sa relation tendue avec Jaeil, la vulnérabilité sous-jacente de leur conversation devient claire. Le couloir faiblement éclairé ajoute du poids à leur échange émotionnel alors que tous deux luttent avec les implications de la séparation et des conflits non résolus. Seyon se tient nerveusement devant la résidence Kim, expliquant que Jaeil a oublié son sac à dos à l'école. Son comportement anxieux mais amical montre qu'elle essaie de maintenir une normalité. Lorsqu'elle mentionne avoir trouvé Bobo le chien, qu'elle tient protectivement, un élément comique émerge. Sa réponse défensive sur les habitudes de boisson du chien au sceptique, Monsieur Kim ajoute de la légèreté à la situation tendue. Ces interactions révèlent le complexe réseau de relations et de responsabilités entourant Jaeil, mettant en lumière la nature attentionnée de Seyon malgré les tensions sous-jacentes. Seyon appelle Monsieur Kim avec confusion, reconnaissant quelque chose de différent dans son comportement. L'homme à la barbe apparaît à la porte, son expression sérieuse ajoutant du poids à son simple ordre de partir. Son avertissement de ne pas s'inquiéter pour Jaeil porte des sous-entendus sinistres. Le clic de la serrure de la porte souligne la finalité alors que Seyon se prépare à entrer. Son expression sérieuse et contemplative montre qu'elle traite la gravité de la situation. L'éclairage tamisé crée une atmosphère d'incertitude et de présage. Alors que le soleil se couche sur la ville, Seyon réfléchit à sa vie minimale dans ce monde. Elle réalise que seules 2 personnes seront vraiment affectées par sa disparition. Jaeil, qui sera probablement écrasée par ses choix, représente une victime émotionnelle. L'autre est sa main, qui n'était même pas chez elle pour lui dire au revoir ce matin-là, soulignant le décalage dans leur relation. La douce lumière du coucher de soleil contraste avec le poids sombre de sa réalisation sur le peu de connexions significatives qu'elle a établies. Sa main réfléchit à sa conversation précédente, exprimant que l'honnêteté profite aux 2 parties malgré l'échange difficile. Son attitude sérieuse indique le poids des événements récents alors qu'elle se tient contre le fond du coucher de soleil. Une silhouette masculine en costume s'approche avec confiance, provoquant la reconnaissance méfiante de sa main. Leur interaction laisse entrevoir une relation antérieure alors qu'elle se demande si son arrivée précoce pose problème. Sa réponse désinvolte sur la discussion de ses lunettes suggère une familiarité, créant un contraste entre la gravité de sa main et son approche plus légère de leur rencontre. Seyon discute du remboursement de ses lunettes que l'officier Han a accidentellement brisées pendant le test. L'homme en costume marron formel semble calme et persuasif alors qu'il l'encourage à accepter l'argent. La résistance troublée de Seyon montre son inconfort avec les discussions financières. Elle insiste sur le fait que c'est inutile puisqu'elle avait des lunettes de secours, essayant de minimiser le dommage. Le fond du coucher de soleil renforce la nature transitoire de ce moment, alors que Seyon lutte pour accepter de l'aide tout en maintenant son indépendance et sa fierté. Seyon se tient à côté d'une voiture, contemplant sa vie protégée et ses incertitudes financières. Le garçon en casquette blanche et veste rouge lui suggère de monter pour réfléchir pendant leur trajet. Ces réflexions révèlent de profondes inquiétudes concernant les salaires des aberrants et la stabilité financière. Elle ne s'est jamais inquiétée de l'argent grâce au soutien de sa main, mais maintenant elle remet en question ses revenus futurs.
Son rêve de devenir procureur n'était pas uniquement motivé par l'argent, mais la sécurité financière aiderait certainement. Le cadre du coucher de soleil souligne ce moment de transition et d'incertitude quant à son avenir. À l'intérieur de la voiture, alors que le coucher de soleil baigne tout dans une lumière chaude, Seiyon tente de converser avec ses compagnons. Le garçon aux cheveux lavande répond sèchement, son attitude agacée créant de la tension. Lorsque Seiyon demande nerveusement son nom, se présentant poliment, son regard désinvolte coupe court à toute tentative d'amitié. Sa réponse brutale sur le fait que cela ne la regarde pas révèle sa nature peu amicale et défensive. L'échange met en lumière le conflit et l'hésitation entre les personnages, établissant un ton inconfortable pour leur voyage à venir. La frustration de sa main explose alors qu'elle remet en question l'intelligence de quelqu'un avec des mots durs. Ses yeux grands montrent l'incrédulité et la colère, bien que l'anxiété perle sur son visage en sueur. Le garçon en hoodie noir et rouge rejette ses préoccupations avec arrogance, se dirigeant vers la voiture blanche. Son attitude nonchalante contraste fortement avec la tension qu'il a créée. Alors que sa main demande si le garçon aux cheveux pâles va bien, une autre fille commente le conflit qui se prépare. La scène capture les tensions croissantes et les conflits non exprimés qui mijotent sous la surface de leur dynamique de groupe. Seiyon marche aux côtés du garçon en tenue décontractée, exprimant son inconfort face à certaines personnes effrayantes. Le garçon semble tendu et alarmé, son expression écarquillée révélant une peur sincère alors qu'il murmure sur l'atmosphère troublante. Le coucher de soleil projette une teinte orange sur la scène, avec un bâtiment silhouetté contre le ciel dramatique. L'expression de Seiyon passe de l'inquiétude à la résignation sombre alors qu'une simple pensée traverse son esprit. Elle veut rentrer chez elle. Le moment capture la nature écrasante de sa nouvelle réalité. Seiyon observe le garçon aux cheveux pâles avec perplexité, se demandant s'il a vraiment le même âge malgré son apparence durcie. Elle le compare avec humour à quelqu'un qui a purgé une peine dans une prison fédérale, puis remarque sa ressemblance avec un autre personnage. Le garçon se demande s'il est un nouveau recrue comme Seiyon, son expression sérieuse laissant entrevoir un passé troublé. Un personnage masculin se demande pourquoi il ne rentre pas dans le bâtiment, mentionnant l'orientation. La question du garçon aux cheveux pâles sur le fait que c'est le bâtiment des aberrants ajoute de l'urgence alors que le crépuscule s'installe autour d'eux. Le garçon confiant aux cheveux blancs explique que l'officier Junchang était censé venir le chercher mais n'est jamais arrivé. Lorsque Seiyon demande combien de temps il a couru pour arriver ici, sa réponse décontractée crée un choc. La distance parcourue à pied semble impossible, pourtant sa façon de le dire suggère que c'est routine pour lui. Alors qu'il se dépêche vers le centre d'entraînement, le garçon souligne leur retard et la colère potentielle de l'instructeur San. Le fond du coucher de soleil et leur rythme précipité créent une urgence alors que leur respiration lourde ponctue leur course pour éviter les conséquences. Sa main montre encore des signes d'anxiété suite à sa confrontation précédente, alors que le garçon en hoodie rejette avec désinvolture les questions sur son retard. Son admission franche qu'il n'a pas couru assez vite et qu'il fera mieux la prochaine fois reçoit l'approbation. L'homme en costume noir avec cravate rouge et lunettes s'adresse à Mademoiselle Lee au sujet des excuses. Alors qu'il parle, il gesticule avec sa main gantée, révélant une énergie verte scintillante qui signale quelque chose d'omineux. L'atmosphère se charge d'anticipation et d'inquiétude. Seiyon marche aux côtés du garçon aux cheveux clairs, jetant un coup d'œil au groupe avec une évidente inquiétude quant à leur comportement. L'intérieur spacieux révèle des sols en bois et de grandes portes alors qu'elle traite son environnement. Son expression inquiète souligne son inconfort face à la situation. Un autre personnage avec des tresses sombres observe le groupe sérieusement. Malgré ses doutes initiaux, Seiyon envisage que ces aberrants semblent assez normaux. Le dialogue confirme sa réalisation croissante que tout le monde ici partage le même don dangereux qui les distingue des humains ordinaires. L'instructrice Millon-San est assise avec confiance sur la rambarde, sa tenue noire et sa cravate rouge signifiant son autorité de niveau 9. Elle s'adresse à Seiyon et à Monsieur Wu au sujet de leur retard, exigeant un rapport de situation. Seiyon se concentre sur la cravate de l'officier tout en traitant la situation. Le pâle Monsieur Wu balbutie anxieusement alors qu'il essaie d'expliquer son arrivée tardive, son appréhension claire dans sa voix. Le vaste centre d'entraînement avec d'autres recrues en arrière-plan crée une atmosphère de scrutin et de jugement. La scène se déplace dans un cadre scolaire où une grande fille en talons aiguilles attire l'attention par sa présence. Le garçon aux cheveux sombres en costume ajustait ses lunettes, lui posant des questions sur sa taille comme point de distraction. La fille rougit et bredouille, expliquant qu'elle parlait à un officier avant d'arriver. Son ton légèrement accusateur implique qu'elle cherche des excuses pour son retard, mentionnant une autre fille qui est arrivée à l'heure. L'interaction crée de l'embarras et de la détermination dans son attitude, soulignant le conflit entre eux.
Sa main continue de montrer des signes d'anxiété, alors que le garçon en hoodie répond avec désinvolture aux questions sur son retard. Son admission franche qu'il n'a pas couru assez vite et qu'il fera mieux la prochaine fois reçoit l'approbation. L'homme en costume noir avec cravate rouge et lunettes s'adresse à Mademoiselle Lee au sujet des excuses. Alors qu'il parle, il gesticule avec sa main gantée, révélant une énergie verte scintillante qui signale quelque chose d'omineux. L'atmosphère se charge d'anticipation et d'inquiétude. Un personnage en costume noir avec des lunettes vertes brillantes se tient calmement au milieu du chaos émerge. Il explique que Monsieur Wu et Mademoiselle Lee appartiennent à la même équipe, la cellule 4, les rendant responsables de la performance de l'autre. Seyon a l'air préoccupée alors qu'elle attend une explication sur leur situation. Une énergie verte brille de manière menaçante, tandis qu'un bruit de fracas suggère que quelque chose de dramatique s'est produit à proximité. Des silhouettes ombragées se déplacent agressivement en arrière-plan, alors que le visage de Seyon montre un mélange d'anxiété et de détermination. La dynamique de l'équipe vient de devenir mortellement sérieuse. Seyon serre les mains, l'anxiété sur son visage, alors qu'elle confesse son désir d'aider son coéquipier. Mais l'instructeur Millon se tient devant elle avec ses lunettes vertes brillantes, décrivant la dure réalité. Le système de classement. Les cravates bleues pour les débutants. Niveau 10. Elle le rejette avec un cynisme glacial. Peu probable, dit-elle. Mais le destin de Seyon est déjà scellé dans ce jeu mortel. La vérité frappe comme un marteau. Seules 4 personnes sur 20 survivront pour obtenir cette cravate rouge. Les mots de l'instructeur tranchent dans le couloir comme une lame. Aberrant criminel, violence de gang, chaos. Ils sont la première et dernière ligne de défense. Et tout le monde meurt un jour. Le sang tache le visage de la fille. La peur remplit leurs yeux. Ce n'est plus un entraînement. Sa main fixe le reportage, regardant le visage confiant de Jeonbo à l'écran. Une procureure. Assassiné. Elle réfléchit au sacrifice de la femme, ressentant le poids de la responsabilité écrasant. Jeon a donné sa vie pour la justice. Mais sa main, elle doit rester en vie. Elle veut changer le monde, oui, mais depuis l'ombre de la survie. Le garçon aux cheveux gominés ajuste ses lunettes, la confiance rayonnant de chaque mot. Top 0,5% aux examens nationaux. Faire partie des 20% ici ne devrait pas être difficile. S'il survit ici, obtient cette cravate rouge, ses objectifs sont encore à portée de main. La femme à ses côtés écoute, en train de traiter. L'espoir scintille dans ses yeux. Peut-être qu'ils n'ont pas perdu leur chance après tout. Seyon tend la main comme demandé, regardant nerveusement alors que le dispositif bip et une carte rouge se fixent à son poignet. Les mots de l'homme la glacent jusqu'aux os. Elle sera blessée rien qu'à l'idée de ne pas être digne en tant que coéquipière. Quel genre de lien tordu forge-t-il ici? Sun expression in quiet s intensify. Ce n'est pas juste un entraînement. C'est une guerre psychologique. La porte rouge marquée du numéro 4 s'ouvre pour révéler leur nouvelle réalité. Isol s'élance avec un enthousiasme contagieux, suggérant un brise-glace malgré la tension qui flotte encore dans l'air. Son sweat à capuche jaune semble briller d'optimisme. Derrière lui, Seyon observe avec une attention réservée, tandis qu'un homme plus âgé avec un bras mécanique observe en silence. Peut-être que cela pourrait fonctionner. L'excitation d'Isol explose dans la pièce comme le soleil perçant à travers des nuages d'orage. Une vie de donuts sucrés. C'est son souhait. Sa main regarde avec émerveillement sa joie pure, tandis que Ryujin observe avec des yeux sceptiques sous sa casquette blanche. Parfois, les rêves les plus simples brillent le plus dans les endroits les plus sombres. Son enthousiasme est presque contagieux. Minwoo se tient avec cette aloufnesse familière, ses cheveux blancs captant la lumière froide de la salle de bain. « Tu es drôle », leur dit-il avec un amusement sec. Son introduction est minimale, froide, juste minute stagiaire de niveau 1. Les contusions sur son visage racontent une histoire différente de ses mots décontractés. Quelqu'un a déjà appris à la dure ce que cet endroit exige. Seyon se présente nerveusement, admettant que 2 de ses coéquipiers ne l'apprécient probablement pas. Le poids de l'incident avec l'instructeur pèse lourd. Isol répond avec sa légèreté caractéristique, « C'est un bon souhait ». Mais sous le sourire nerveux de Seyon se cache l'anxiété de quelqu'un déjà marqué comme différent. Déjà en lutte pour s'intégrer. Min touche son visage ensanglanté, ses égratignures témoignent de la violence récente. « Ça va », dit-il doucement, mais ses yeux écarquillés trahissent le choc. La fille à ses côtés fixe avec incrédulité ses blessures. Puis Isol entre avec cette énergie de sweat à capuche orange, demandant des capacités de guérison. Les menottes d'essence sont parties maintenant. Liberté et danger. L'excitation d'Isol atteint son paroxysme. Ce sont des aberrants. Il révèle qu'il a découvert ses capacités hier, l'émerveillement encore frais dans sa voix.
Une énergie orange tourbillonne de ses mains avec un « fouosh » satisfaisant alors qu'il démontre. Sa main regarde avec scepticisme tandis que Ryujin maintient son attitude sérieuse. Nouveau pouvoir. Nouvelle possibilité. Nouveau danger se cachant juste sous la surface. Min-Woo sourit avec satisfaction. 4 mois de pratique avant qu'il ne lui mette cette menotte d'essence. Maintenant, il démontre, faisant flotter des objets avec une énergie orange dansant autour de ses doigts. Il encourage la fille aux cheveux sombres à essayer, à récupérer ses lunettes. La salle de bain devient leur terrain d'entraînement. Mais combien de pouvoir est trop de pouvoir? La leçon de technique commence sérieusement. Canalisez toute votre énergie dans un seul mouvement, explique-t-il avec des gestes animés. Seiyon écoute attentivement, pratiquant le mouvement d'applaudissement avec une concentration sérieuse. Derrière eux, une autre fille observe avec amusement, applaudissant aussi. Apprendre le contrôle. Apprendre la concentration. Apprendre à survivre dans ce nouveau monde mortel dans lequel ils sont entrés. L'atmosphère devient dangereusement tendue alors que Ryujin se penche agressivement. Tu as déjà été dans une bagarre? Pour activer les sens, tu as besoin d'adrénaline. Ces mots dégoulinent d'anticipation pour la violence. Min proteste à propos de ses lunettes, mais Ryujin a déjà pris sa décision. Le couloir résonne avec la déclaration dramatique « Choisissez votre combattant ». Cela va devenir très réel, très vite. Seiyon proteste désespérément. Elle ne consent pas à cela. Mais il est trop tard. Le dramatique « chaos » s'affiche sur la scène alors que quelqu'un tombe au sol. Le chaos éclate. Des voix inquiètes appellent son nom alors qu'elle est allongée, étourdie sur le sol, une main tendue vers ses lunettes. La violence les a déjà trouvés. Et ce n'est que le début. Seiyon est allongée sur le sol, confuse et demandant si ses yeux ont changé de couleur. La confrontation s'intensifie alors qu'elle rétorque. Tous les aberrants n'ont pas la même essence ou talent. Son esprit analytique tranche à travers les excuses. Peut-être qu'il est juste faible, rétorque-t-elle avec une brutalité honnête. La vérité fait plus mal que n'importe quel coup physique. Les pensées de Seiyon se tournent vers l'intérieur alors qu'elle reconnaît la dure réalité. Elle a travaillé 5 fois plus dur que quiconque à l'école. Mais ici, essayer ne suffit pas. Le garçon aux cheveux argentés s'approche avec quelque chose de sérieux à dire. Puis sa main éclate en énergie verte avec un puissant slash. La montée de pouvoir prend tout le monde par surprise. Quelle capacité se cache en elle? Dans le couloir étroit, l'énergie crépite entre eux. Min tend son bras, une essence verte brillante pulsant de sa main. La fille regarde avec une détermination méfiante alors que le « crac » résonne dans l'espace. Ryujin observe intensément, pris entre l'enthousiasme et la tension. L'air lui-même semble vibrer de potentiel violent. C'est à quoi ressemble un véritable combat d'aberrants. Le choc se lit dans les yeux écarquillés de Seiyon alors que le garçon aux cheveux blancs déclare avec des larmes coulant sur son visage « Ça a marché ». Son expression se transforme de confusion à une prise de conscience. L'intensité émotionnelle atteint son paroxysme alors qu'elle trébuche sur sa réponse. Quelque chose de fondamental vient de changer. Quelque chose s'est éveillé. Mais qu'ont-ils exactement libéré? Les conséquences se déroulent avec Seiyon debout, vulnérable, la main levée alors que le garçon en sweat à capuche orange explique avec animation que quelque chose a fonctionné. Son œil affiche ce changement de couleur inhabituel. Super cool, déclare-t-il avec enthousiasme. Mais elle est confuse, incertaine. La couleur s'est déjà estompée. Elle ne sait même pas ce qu'est son pouvoir. Le pouvoir sans compréhension. C'est une combinaison dangereuse. Ryujin déclare cela ridicule et s'en va, la frustration émanant de chaque pas Seiyon l'appelle désespérément. Ne t'éloigne pas seul. La porte claque avec finalité. Elle s'inquiète de causer des problèmes, l'anxiété s'insinuant dans sa voix. Déjà, leur dynamique d'équipe fragile se fissure. Et ils n'ont même pas encore quitté le bâtiment. Dans les suites du couloir, Min propose de poursuivre Ryujin tandis qu'Isol acquiesce avec enthousiasme. Mais ensuite, Isol se tourne vers Min avec une brutalité honnête. « Tu as vraiment tout gâché, mon pote. Tu as effrayé ton propre coéquipier. » L'innocence confuse de Min ne fait qu'aggraver les choses. Parfois, les plus grands dégâts viennent de ceux qui n'ont jamais voulu blesser qui que ce soit. La conversation se poursuit avec Min toujours incertain d'avoir failli se faire couper la tête. Isol essaie d'alléger l'ambiance avec une blague sur les cheveux, mais les dégâts sont déjà faits. Dans le couloir, Seiyon suggère des excuses tandis qu'un autre coéquipier marche à ses côtés. La tensión pèse l'ordre. Certaines blessures ne peuvent pas être guéries par de simples mots. Ryujin confronte Seiyon dans le couloir carrelé. « Pourquoi me suis-tu » L'accusation fait mal. Seiyon défend son inquiétude concernant les avertissements de l'instructeur, mais Ryujin voit à travers avec une clarté sarcastique. « Tu voulais juste une excuse pour t'éloigner » dit-elle avec une précision brutale.
La vérité coupe plus profondément que n'importe quelle attaque alimentée par les sens. L'assaut verbal continue alors que Ryujin qualifie le manque de concentration de Seiyon de pathétique. Le couloir devient un champ de bataille de mots. Seiyon rétorque « Tu ne sais rien de moi ». Mais la réponse de Ryujin est glaciale « Je déteste les gens comme toi ». Ils s'éloignent l'un de l'autre, deux silhouettes projetant des ombres marquées. Parfois, les blessures les plus cruelles sont invisibles. La scène s'assombrit alors que Ryujin encaisse d'être traité de lâche. Le sang tache le sol. Une jeune fille se tient choquée devant un corps sans vie. Que devais-je faire? La question flotte dans l'air comme une sentence de mort. Une silhouette encapuchonnée parle de n'avoir aucune option. Puis des voix brisent le cauchemar. Viens-tu de la cellule 4? Deux filles s'approchent dans le couloir, brisant la tension sombre. Dae s'avance avec un enthousiasme contagieux, se présentant avec des couettes roses et un grand sourire. Elle espère qu'elles pourront devenir de super bonnes amies. Le contraste est saisissant, un optimisme pur perçant à travers les ombres persistantes de la violence. Parfois, la lumière apparaît aux endroits les plus étranges. Tsubaki apparaît timide et nerveuse en se présentant, expliquant sa coiffure involontaire. Un gars dans sa cellule l'a coupée, admet-elle maladroitement. Dae réagit avec un choc exagéré, il faut absolument régler ça. L'enthousiasme de la fille aux cheveux roses contraste fortement avec des aperçus de flammes en arrière-plan. Même dans cet endroit, l'amitié trouve un moyen d'épanouir. La séance improvisée de salon de coiffure se déroule avec une vulnérabilité comique. Tsubaki admet qu'elle pourrait pleurer à propos de son apparence, essayant de faire face à travers des rires nerveux. La fille aux cheveux roses la rassure tout en maniant des ciseaux de bricolage. Tout ce qu'elle avait dans son sac. L'effet sonore, Doom, exagère le tourment intérieur de Tsubaki. Parfois, les plus petites gentillesses signifient tout. Dans la pièce qui s'éclaircit, la gratitude coule entre les nouvelles amies. Seiyon exprime sa gratitude tout en rassurant que son amie n'est pas misérable à côtoyer. La fille aux couettes réfléchit à sa terrible journée, les bras croisés de manière défensive. Mais la chaleur se répand à travers leur conversation. Peut-être qu'elle est misérable, admet Seiyon avec une douce honnêteté, mais pas misérable à côtoyer. La connexion guérit les blessures émotionnelles. La fille aux cheveux roses suggère que le temps seul n'est jamais mauvais alors qu'elle se sépare. Dae s'assoit seule sur son lit, se demandant si elle a effrayé ses nouvelles amies. La pensée lui apporte des doutes. Puis un fort « THMP » interrompt sa réflexion. Elle hausse les épaules avec une indifférence forcée, qui se soucie encore. Mais la question persiste dans la pièce vide. Dae fixe la fenêtre, questionnant ses sentiments alors que des nuages roses dérivent dans le ciel. Son esprit semble rempli de nuages, fatigué, ennuyé, accablé. Elle a à peine dormi, l'anxiété l'a maintenant éveillée toute la nuit. Le poids de cet endroit s'installe sur elle comme une couverture suffocante. Mais la curiosité scintille encore dans ses yeux. Émerveillement sur ce qui vient ensuite. Une silhouette tient quelque chose de petit, les pensées dérivant vers quelqu'un nommé Jaël. Un papillon rouge vole contre un ciel nuageux, ses ailes délicates captant la lumière. La fille regarde avec une attention sereine alors qu'il s'approche, suivant son chemin pointillé. Elle lève les yeux vers une silhouette plus grande avec un sourire subtil. Même dans cet endroit dur, des moments de beauté existent encore. Dans un parc onirique, une petite fille avec des larmes coulant sur son visage poursuit des papillons. La silhouette ombragée avec une tête pleine de papillons l'accueille doucement. « Tu es ravissante. » Elle explique à travers des sanglots qu'elle poursuivait des papillons mais les a perdus. Il s'agenouille, offrant réconfort et aide. Puis soudain, Seiyon résonne avec urgence. Rêve et réalité se heurtent. La scène éclate en panique alors que le garçon en sweat à capuche rouge court désespérément. La silhouette sans visage avec des fleurs et des papillons pour tête l'appelle un aberrant sale avec un mépris froid. Le garçon supplie, demandant pourquoi, la vulnérabilité écrite sur son visage en détresse. Puis l'avertissement arrive net et clair. Ne parle plus à ses officiers. La menace pèse lourd dans l'air. L'avertissement de la silhouette ombragée résonne. Ils sont dangereux pour des gens comme nous. Ils te tueront. Seiyon se réveille en sursaut en entendant l'orateur appeler son nom, la panique inondant ses traits. Combien de temps a-t-elle dormi? L'instructeur Baladekire. Mais ensuite son expression change en apercevant quelque chose d'inattendu. Une carte rouge qui n'était pas là avant. Seiyon fixe l'objet rouge mystérieux avec confusion. Cela n'était pas là avant. Son expression perplexe se renforce avec des points d'interrogation flottants autour de ses pensées. La scène se transforme en carte de titre annonçant le prochain chapitre. Hand jumper. Sequiper. Cher Sir.
Quelque chose de significatif est sur le point de se dérouler. Quelque chose qui va tout changer. Dans sa chambre dépouillée, le garçon froisse du papier rouge dans ses poings, la frustration évidente dans chaque mouvement. Il le jette vers la poubelle avec un DNK décisif alors qu'il atterrit. Un lourd soupir s'échappe de lui alors qu'il réfléchit à ses actions. Puis la détermination l'emporte sur la mélancolie alors qu'il se penche en avant, prêt à dépasser le fardeau que ce papier représentait. Le livre rouge se froisse dans les mains de Seiyon avec un CRNCH sinistre alors qu'une voix mystérieuse de femme délivre des avertissements cruciaux. Des conseils de sœur à sœur. Ne fais pas confiance à l'instructeur, elle ne te gardera pas en sécurité. Les officiers de niveau 7 et plus sont des scélérats peu fiables. Le jour où tu quitteras le corps. L'expression surprise de Seiyon révèle qu'elle absorbe des informations qui pourraient lui sauver la vie. Ou la finir. Dans la salle de classe austère, Seiyon réalise avec horreur. Sa main a envoyé quelqu'un après elle. C'est officiel. Quelqu'un a payé pour placer ce mot, ou pire. Son expression alarmée reflète la folie de la situation. Le mot froissé, taché de sang, sert de preuve. Elle n'est plus juste une stagiaire. Elle est une cible. Et dans cet endroit, les cibles ne durent pas longtemps. La femme aux cheveux sombres exprime sa frustration près de la porte 4. 6 ans d'ignorance, et maintenant cette interférence. Un homme entre en s'excusant pour son retard, recevant une réprimande sévère sur le fait d'attendre la ponctualité comme norme. À la table, les coéquipiers sont assis en silence tendu. Isol essaie d'alléger l'ambiance avec un commentaire sur les cheveux, mais les dégâts sont déjà faits. Certaines relations ne se réparent jamais. La fille aux cheveux bleus entre avec un clipboard à la main, sa suffisance évidente alors qu'elle questionne Min sur le repas manqué. Son « oh » nerveux révèle son anxiété face à l'interrogatoire. Elle continue l'assaut, pas de maîtrise sur les sens non plus. Min admet qu'ils ont raison avec une honnêteté balbutiante. En arrière-plan, quelqu'un sourit. Ces échecs sont le divertissement de tous. L'illumination de l'instructeur commence avec une intensité dramatique. Opération aberrante de couleurs. Elle crée une armure verte brillante à partir de pure essence, démontrant comment elle s'attache au corps de l'utilisateur. Seiyon regarde avec surprise et compréhension croissante alors que le pouvoir se manifeste devant ses yeux. C'est pour cela qu'ils s'entraînent. C'est ce qui les sépare des humains ordinaires. C'est leur destin. La leçon continue avec Isol démontrant sa capacité à flotter, l'énergie verte tourbillonnant autour de sa main alors que des objets défient la gravité. Mais Seiyon demande à propos de l'essence-t-il avec une inquiétude croissante. Elle ne peut pas activer son don, ne peut même pas deviner ce que c'est. La réponse de l'instructeur n'offre guère de réconfort. Sa réponse ne sera pas d'une grande utilité. L'essence-t-il reste un mystère enveloppé de frustration. Le choc se lit sur le visage de la femme alors que l'instructeur continue sa leçon sur les capacités impossibles. Parler avec les oiseaux, cacher des cœurs. Mais son ton devient mortellement sérieux. Son manque décevant de contrôle ne compterait pas si elle faisait face à des humains ordinaires. Mais ce n'est pas leur réalité. Dans le corps, la faiblesse équivaut à la mort. Et elle est entourée de prédateurs bien pires que des criminels ordinaires. Les ordres viennent rapidement et avec précision. Habillez-vous, dirigez-vous vers la porte d'entrée. Un mentor attend pour les guider à travers les ombres de la ville. Mais la détresse de Min atteint son paroxysme alors qu'il est désigné pour des avertissements de retard. L'autorité de la fille aux cheveux bleus irradie une menace. Puis, slam. La tension explose alors que la main de Min s'écrase contre la table. Le point de rupture émotionnelle est arrivé. La proclamation audacieuse de Ryujin tranche à travers la tension de la classe. Elle est une vraie garce. Isol essaie désespérément de maintenir le respect, leur rappelant qu'elle est de niveau 9. Mais Seiyon lutte intérieurement, résistant aux larmes alors que des émotions conflictuelles luttent en elle. Ne pleure pas, se dit-elle. Pendant ce temps, la frustration de Ryujin déborde avec des gestes dramatiques. Autorité et rébellion s'affrontent de manière spectaculaire. Isol s'émerveille de l'accomplissement, plus de 640 points pour atteindre le niveau 9. Son excitation grandit alors qu'il discute de rêves et d'aspirations avec ses coéquipiers. Mais ensuite, son ambition se révèle avec une clarté frappante. Quelqu'un comme lui, il doit atteindre le niveau 10. Le niveau le plus élevé. L'objectif le plus dangereux. Son enthousiasme masque la dure réalité de tels rêves impossibles. L'incrédulité de la fille se transforme en rire moqueur alors que la réalité frappe. Il n'existe que 3 officiers de niveau 10 dans tout le pays. 3. Une silhouette ombragée plane dans ses pensées, peinte d'un rouge menaçant. Tu n'as pas ce qu'il faut, murmure l'obscurité. Bien sûr qu'elle n'en a pas. Mais la réponse d'Isol tranche à travers son désespoir avec une simple détermination. Pas encore. L'excitation d'Isol atteint son paroxysme alors que le coucher de soleil peint le ciel. Il déclare sa joie d'être né aberrant, la fierté émanant de chaque mot. Le centre d'entraînement s'étend devant eux,
initialement construit comme un campus universitaire, mais maintenant transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Des oiseaux volent au-dessus alors que le jour se termine. Leur véritable éducation est sur le point de commencer. Et seuls les plus forts survivront. L'ambiance change à mesure qu'ils approchent de leur destination. Une conversation légère brise la tension. Un garçon mentionne comment l'activité des gangs a annulé leurs plans initiaux, tandis qu'un autre suggère de faire semblant que c'est juste une sortie scolaire. Leur plaisanterie décontractée masque le danger sous-jacent. Mais peuvent-ils vraiment se permettre de faire semblant quand les enjeux sont si élevés? Tout le monde ne partage pas cet optimisme. Une fille aux cheveux violets marche à côté de son compagnon, souhaitant pouvoir ignorer tout ce qui se passe autour d'eux. Sa posture change alors qu'elle regarde vers le bas, prise entre détermination et doute. Au loin, une silhouette mystérieuse attend. Quelqu'un qu'ils sont censés rencontrer. Mais qui? Soudain, l'atmosphère explose d'énergie. Une fille avec un cache-œil fait irruption sur la scène, criant « Cellule 4 » avec un enthousiasme contagieux. Sa tenue rayée et son sourire éclatant tranchent avec la tension précédente. Les garçons autour d'elle semblent surpris. Quelque chose d'important se passe, et ils ne sont pas préparés. En marchant dans les rues animées, la conversation devient plus sombre. Une fille aux cheveux violets et aux lunettes révèle sa récente rétrogradation au poste de responsable de la sécurité du bâtiment. Sa frustration est palpable, mais son compagnon ne comprend pas les implications. Puis vient la révélation glaçante. Son travail n'est pas de garder les gens dehors. C'est de garder les gens à l'intérieur. La conversation continue avec un humour noir alors qu'elle admet être la voix derrière les interphones. Un autre stagiaire la reconnaît comme celle qui a appelé Seyon Lee plus tôt. Leur échange est léger, presque ludique, alors qu'ils plaisantent sur le fait de s'endormir en service. Mais sous les rires se cache une vérité troublante sur leur véritable objectif ici. La scène change pour montrer des connexions plus profondes. Une mère inquiète embrasse son enfant, son visage marqué par l'inquiétude alors qu'il marche dans les rues de la ville. La fille essaie de rassurer tout le monde en leur disant de se détendre et de laisser les choses se passer naturellement. Mais l'instinct d'une mère sait mieux. Quelque chose de terrible approche. Dans une ruelle tendue, la vérité finit par émerger. La fille aux cheveux bleus foncés reconnaît nerveusement ce qu'elle cachait, elle est une aberrante. Pendant ce temps, des figures encapuchonnées effectuent un échange mystérieux. Passant quelque chose étiqueté « passe entre elles ». Les pièces d'une conspiration plus vaste commencent à s'assembler. Une confrontation éclate dans la ruelle étroite. Une fille confiante aux couettes brunes déclare audacieusement que les drogues sont illégales, tandis que des figures menaçantes exigent qu'elle les leur remette. Elle ordonne à son ami June de rester en arrière pendant qu'elle gère la situation. Mais June ne peut qu'observer avec incrédulité. Cela ressemble à regarder un collégien tenter un braquage. Une statistique glaçante secoue les stagiaires jusqu'au fond. Taux de mortalité de 80%. Les mots de l'instructeur ombragé flottent dans l'air comme une sentence de mort. Mais une survivante refuse d'être intimidée. La fille aux cheveux violets taquine ses camarades, les traitant de mauviettes pour avoir peur. Son bravado masque une vérité plus sombre. Elle est l'une des 5 seulement à avoir survécu. La confrontation s'intensifie alors que les accusations fusent. Elle est traitée de poseuse, pas de vraie agente, mais la réponse de l'homme encapuchonné frappe plus fort. Cela n'a pas d'importance. Pour lui, ceux qui prétendent être des aberrants sont aussi mauvais que les vrais. La violence éclate. Bam! Son poing se connecte avec une force brutale, le sang giclant alors que son adversaire recule. Elle est plus rapide que prévu. Son adversaire, maintenant ensanglanté et terrifié, réalise son erreur trop tard. L'avoir acculé dans une ruelle à sens unique était une erreur fatale. Avec son épée dégainée et un sourire féroce, elle révèle la véritable nature du piège. Le seul moyen de sortir est de passer par elle. Et elle ne bouge pas. Dans la zone de stockage faiblement éclairée, les enjeux s'élèvent dangereusement. L'antagoniste blond serre quelque chose dans sa main. Rapture, la drogue qui transforme les utilisateurs en aberrants temporaires. Il l'appelle une petite garce arrogante, mais elle reste impassible. Son œil brille d'une intensité bleue alors qu'elle le provoque. « Tu ne pensais pas que je le ferais ?» Le défi est lancé. Explosion. La menace devient réalité alors qu'il la déclare morte. La drogue fait effet. Il est devenu en gros un aberrant, avec des yeux brillants et une force inhumaine. La fille aux cheveux violets semble surprise pour la première fois. Mais alors que le danger se précipite vers elle, quelque chose change dans son expression. Ce sourire sinistre, elle attendait ce moment. Une énergie bleue crépite autour d'elle alors qu'elle révèle enfin son véritable pouvoir. La fille aux cheveux noirs canalise sa fureur en une force dévastatrice,
faisant reculer son adversaire par peur. « Tu peux imiter les aberrants, déclare-t-elle avec une confiance grandissante, mais tu ne nous battras jamais. » Puis vient le retournement, surprise. Son sourire triomphant en dit long. Le vrai combat commence maintenant. La victoire est absolue. L'adversaire blessé se recroqueville devant son pouvoir écrasant alors qu'elle prononce le verdict final. Il n'y avait jamais de chance qu'il passe. Jamais. Son interrogatoire commence avec un sérieux mortel. Où as-tu acquis le rapture? Mais alors qu'elle se tient au-dessus de son ennemi vaincu, une question demeure. Qui fournit ces drogues et combien d'autres comme lui sont là dehors?